Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ici au cœur du Salon de l'Agriculture, sur le stand de la coopération agricole, le salon qui a ouvert ses portes samedi, inauguré par Emmanuel Macron dans une ambiance très tendue, des agriculteurs qui expriment leur colère depuis maintenant plusieurs semaines et les raisons de la colère sont nombreuses, un manque de reconnaissance, une rémunération trop faible, une complexité administrative, un excès de normes ou encore une concurrence déloyale. On va revenir bien sûr sur tous ces sujets pendant 1h30 et sur les réponses du gouvernement avec notre invité dans une demi-heure. C'est la ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Pour vous faire vivre les coulisses de ce salon et entendre les agriculteurs pendant 1h30, Audrey Vuettaz est avec nous dans les allées. Bonjour Audrey. On va vous retrouver tout au long de cette émission avec évidemment votre micro des agriculteurs. Et pour commencer, deux invités. Marta Tsidrag, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, membre du groupe d'études agriculture, élevage et alimentation au Sénat. Et Laurence Marandola, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous entendre dans quelques instants. Mais d'abord, je le disais, on va aller dans les allées du salon. On retrouve Audrey Vuettaz. Audrey, ces 2 premiers jours ont été marqués par 2 visites politiques dans des ambiances complètement différentes. En effet, Oriane, avec des images jamais vues samedi au Salon de l'Agriculture, des CRS dans les allées qui se sont affrontés avec certains agriculteurs. Le salon qui a dû ouvrir avec plusieurs heures de retard. Le chef de l'État qui semble cristalliser les griefs des agriculteurs. Je vous propose d'écouter un extrait très rapide. C'est au moment où Emmanuel Macron vient rendre visite à la vache égérie du Salon, Oreillette. Donc des huées au salon pour le chef de l'État qui contraste évidemment avec la visite de Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national et président du Rassemblement national qui lui a vécu un accueil de rockstar, notamment auprès des plus jeunes agriculteurs. Selfie, tape dans le dos, grand sourire et pour cause il se présente comme celui qui va régler leurs problèmes, comme celui aussi qui va s'opposer à l'Union européenne et aux normes que les agriculteurs jugent absurdes. Merci Audrey. Audrey, juste sur le... On va vous retrouver évidemment tout à l'heure. Vous serez en compagnie d'un éleveur. Il y a un éleveur de moutons qui va nous parler de ces normes justement. Et ce sera à suivre dans quelques instants. On vous retrouve dans les allées du salon. Marta Tsidrag, vous avez vu, Audrey nous a un petit peu raconté la visite d'Emmanuel Macron samedi, celle de Jordan Bardella hier. 2 accueils complètement différents. Comment vous voyez-vous le contraste entre ces 2 accueils ? Alors je crois que les 2 ne se sont pas annoncés de la même manière au niveau du salon. Donc je crois qu'il faut revenir à quelques heures avant l'ouverture du salon, lorsqu'il y a eu la supposée vraie annonce, je ne sais pas comment la définir, sur le débat que souhaitait le président de la République avec un certain nombre de participants à ce débat-là, dont le soulèvement de la terre qui effectivement a fait réagir beaucoup les agriculteurs qui n'en voulaient pas, d'autant plus que, je dirais, le gouvernement lui-même, à travers Gérald Darmanin, avait annoncé la dissolution de ce groupe-là. Donc, à partir de là, les choses étaient plutôt mal engagées. Et puis, d'autre part, je crois que les débats, on en a eu. On en a eu déjà au précédent mandat, un autre qui nous était annoncé. C'est vrai que c'est un exercice dans lequel le président excelle en bras de chemise, nous montrant à quel point il maîtrise les dossiers, mais ce n'est pas ce qu'on attendait, ce n'est pas ce que les agriculteurs attendaient. Donc je crois que voilà comment tout simplement les choses s'expliquent. Et s'agissant de Jordan Bardella, écoutez, il a fait un tour comme beaucoup d'autres politiques le feront et je crois que, somme toute, il a eu un accueil normal dans un contexte qui, lui, ne l'était pas. Comment vous avez vu ça, vous, Laurence Marandola, ce contraste entre les huées pour Emmanuel Macron samedi et l'accueil plutôt chaleureux réservé à Jordan Bardella hier ? Ce que nous on voit, paysans, à la Confédération paysanne, c'est surtout une forme d'utilisation assez désagréable de prendre en otage ce salon par certains politiques. La colère des agriculteurs, les propositions qui peuvent émaner. Et ça, c'est extrêmement difficile. Vous voyez, ce qui apparaît le plus souvent, c'est justement ces questions qui sont presque des non-sujets au regard de ce qu'on vit, de la crise et de ce qu'on porte depuis un mois. Certains politiques, c'est qui pour vous ? Alors, le salon, c'est aussi pour nous un lieu où on va exprimer des propositions, donner à voir ce qu'est l'agriculture paysanne. Et c'est effectivement un lieu de débat, de discussion avec les politiques. Ça, c'est le lieu du salon. Mais que certaines
certains politiques prennent en otage l'ensemble, enfin occultent finalement le fond du sujet. C'est ça qui est insupportable au moment où on vit. C'est Jordan Bardella ? Eh ben, c'est ce qu'on a vu de suite. C'est-à-dire qu'en ouverture de journal, vous nous parlez de ça et finalement pas des propositions qui sont sur la table des agriculteurs. On va y venir, évidemment. Juste un dernier mot là-dessus. Est-ce que vous validez la théorie qu'a dit en tout cas Emmanuel Macron, qu'une partie des agriculteurs, citant la coordination rurale, il les cite très clairement hier dans le Figaro, ont accentué les tensions pour faire le jeu du Rassemblement national? Je redis ce que j'ai dit. Enfin, les agriculteurs, on n'est pas en dehors de la société, chacun avec des sensibilités politiques qui sont chacun les nôtres. Mais le vrai débat aujourd'hui, c'est quel avenir on donne à l'agriculture. Alors justement, vous avez échangé, vous, avec Emmanuel Macron très tôt, samedi matin, à son arrivée. Est-ce que cet échange a été utile pour faire avancer vos propositions? Alors, il était indispensable, en tout cas, pour deux choses. La première, sur le format. C'est que depuis extrêmement longtemps, c'est la première fois que le président, le ministre et la ministre déléguée étaient assis avec l'ensemble des syndicats agricoles représentatifs de ce pays. C'est extrêmement rare et c'est indispensable si on veut ensemble essayer de trouver des réponses à je veux le redire, de tous les agriculteurs de tous les territoires. Voilà, de travailler ensemble, c'est-à-dire on se pose, on n'est pas forcément d'accord, mais au-delà de ça, on essaye de chercher. Ça, c'était important. L'autre, c'était de pouvoir entendre le président Macron, après toute une série d'annonces de la part de Gabriel Attal, un peu quel cap on va. Et il y a eu quelques annonces extrêmement importantes. On va y revenir évidemment sur le fond. Finalement, il a eu la bonne méthode, le chef de l'État, avec les agriculteurs, Marta Tsidrack, de les recevoir. D'abord les syndicats et puis après des agriculteurs aussi représentatifs. Il a passé quand même beaucoup de temps. Représentatifs, non en fait. Ça s'est passé dans l'urgence et voilà. Que vous avez sélectionné, c'est ça? Alors, du coup, la Confédération paysanne, on a refusé d'envoyer des agriculteurs à ce moment, comme on avait refusé de le faire pour le grand débat. Parce qu'effectivement, c'est les conditions d'un grand débat, le premier qui a été prévu, le deuxième qui a été un peu improvisé, c'est pas une méthode pour faire face aux difficultés. C'est pour cette raison, après, pour la Confédération paysanne, que la société, l'ensemble des pans de la société s'emparent de la question agricole et alimentaire, ça c'est important. Mais avec une méthode qui permette vraiment de faire les choses dans le calme et d'être écouté. Marta Tsidrack. Oui, alors est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, je dirais que c'est difficile de juger sur une journée simplement, puisque ce mécontentement, on le connaissait depuis des mois, en fait, si ce n'est des années, la difficulté de notre monde agricole, d'autant plus qu'il y a eu quand même le mouvement depuis le mois de janvier, et déjà à l'époque, on disait à quoi va ressembler notre salon de l'agriculture cette année, compte tenu justement de ce mouvement de colère de la part du monde paysan aujourd'hui en France. Et arriver sur un salon en annonçant des choses un petit peu comme si, parce qu'on va se voir autour d'une table, on va résoudre tous les problèmes, je ne crois pas que ce soit en tout cas une méthode suffisante. Ce qui nous manque aujourd'hui, vous savez, ça a d'ailleurs été évoqué par beaucoup de représentants de différentes fédérations et de différents syndicats agricoles. C'est quoi la vision? Comment on imagine notre agriculture? Comment est-ce que tout cela s'inscrit dans ce monde en perpétuel mouvement? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi des conflictualités qu'il ne faut pas négliger, avec des centres de gravité sur l'agriculture à l'échelle européenne qui risquent de bouger, qui commencent déjà à bouger. Donc tout cela inquiète beaucoup. Et si on a face à nous un gouvernement et surtout un président, en réalité, qui nous propose de temps en temps, fait des annonces sur telle ou telle mesure, mais tout cela, en fait, ce sont des... On ne sait pas, absolument pas, en réalité, vers quoi nous nous dirigeons et quelle est la vision de nos gouvernants aujourd'hui. Enfin, je pense à l'exécutif, je pense au président de la République sur l'agriculture en France. Emmanuel Macron, qui ce matin dans le Figaro dit ceci, je voudrais vous faire réagir, Laurence Marandola, il dit « J'attends que les syndicats puissent structurer quelques demandes concrètes pour permettre de sortir de cette crise. Elles doivent tenir en 4-5 points, pas 150. » Alors c'est quand même assez impressionnant d'entendre ça, puisque je pense que l'ensemble des syndicats, nous avons fait remonter des propositions depuis... certaines lors de cette crise, mais d'autres précédemment. Le nombre de points, je ne sais pas. Nous, la Confédération paysanne, on était sur 4 très gros sujets qui après doivent se décliner. Lesquels en quelques mots? Alors, pour la protection du revenu des agriculteurs et se donner de l'avenir, sortir l'agriculture, l'alimentation des accords de libre-échange, la question de prix minimum, prix plancher, on les appelle comme on veut, on va en parler. Un accompagnement fort et déterminé pour faire face aux enjeux qu'on vit sur nos fermes.
de transition climatique, de qualité des sols et tout, donc un accompagnement fort. Et la majorité des agriculteurs sont favorables, savent qu'on doit changer des pratiques. Et finalement, une attention particulière aux fermes les plus fragilisées par différents événements, que ce soit des tempêtes, des crises sanitaires, ce genre de choses. Voilà, ça tournait autour de ces 4 sujets. On pourrait parler d'autres choses. On les avait cristallisés sur ces 4 sujets. Vous les avez, les 4-5 points demandés par Emmanuel Macron. Les 4 demandes, on les a, oui. Et on les avait rendus publics, on les avait communiqués aux autres syndicats également, oui. Est-ce que les premières réponses, notamment sur les prix planchers, hein, ça fait effectivement partie de votre demande, est-ce que c'est la bonne réponse que vous avez eue du chef de l'État? C'est un signal indispensable. Aujourd'hui, quand on a dit ça, le chantier est devant nous. Et on doit l'aborder avec responsabilité et assez rapidement en même temps. C'est vraiment indispensable. Je ne vois pas comment on peut continuer à dire aux agriculteurs « Ok, faites votre boulot », mais on n'arrivera pas sur les prix. C'est un cap. Emmanuel Macron, il vous a dit que ce serait valable pour les prochaines négociations. Ça vous paraît réaliste? Je ne sais pas si c'est réaliste. Il va falloir que ça le soit. Il va absolument falloir qu'on se dote d'un outil de ce type. Voilà, il faut un peu l'inventer. Parce qu'on ne peut pas encore dire à des agriculteurs « Attendez, dans 1 an, dans 2 ans ou 3 ans, enfin, on vous paiera le kilo de viande au prix auquel ça vous coûte, qui vous permettra de payer vos charges, vos coûts de production, vos fournisseurs, et d'avoir un salaire. » On ne peut pas attendre 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans. Tant qu'on fait ça, on perd en France 200 fermes chaque semaine. Derrière, c'est des hommes, des femmes qui ont un savoir-faire, qui produisent de l'alimentation tous les jours et qui vont mettre la clé sous la porte. C'est ça que ça veut dire. Marta de Cidrac, est-ce que ces prix planchers annoncés par Emmanuel Macron, ça vous paraît être la bonne réponse? Et est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Alors, je pense qu'il y a plusieurs mesures qu'il faut prendre en considération. La première, c'est l'urgence de la situation de nos agriculteurs. Donc, tout ce qui va aller dans le sens de l'amélioration immédiate de la situation d'un certain nombre d'exploitants et de paysans et d'agriculteurs vont dans le bon sens. Mais à côté de cela, on sait bien qu'une mesure, pour qu'elle produise ses effets, ça demande du temps. Donc, il faut que les décisions fortes soient prises aujourd'hui. Et pardon, je me répète peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il est important que cela s'inscrive et long terme sur ce que nous souhaitons pour notre pays en matière justement agricole. Je crois que ce n'est pas clair, le message n'est pas très clair et d'ailleurs cette instabilité, cette espèce de manque de visibilité pour les acteurs du secteur est néfaste pour tout un chacun parce que n'oublions pas qu'en réalité cela nous concerne nous tous consommateurs, il faut bien que nous nourrissions les Français aujourd'hui et qui mieux le fait que nos agriculteurs. Donc pourquoi pas? Je n'ai pas d'avis pour être tout à fait franche. Il faut voir un petit peu ce qui sera concrètement proposé autour de cette mesure-là. Mais la réalité est que oui, des mesures immédiates pour améliorer le sort de nos agriculteurs et surtout, il faut nous inscrire dans une vision réelle de ce que doit être notre agriculture aujourd'hui et demain. Vous êtes d'accord, il manque un cap ou vous le voyez un peu plus ce cap depuis quelques jours? Non, je pense qu'il continue à manquer un cap plus global parce qu'effectivement, il y a les urgences, des mesures conjoncturelles, il y en a eu sur la bio face aux inondations et tout, mais c'est vraiment d'un changement structurel dont on parle. Et ce cap-là, aujourd'hui, on l'a pas d'une réelle politique agricole, alimentaire, qui permettent de protéger les agriculteurs, de continuer à produire une alimentation qui nourrisse au mieux les Français sans en écarter la précarité alimentaire. C'est aussi un drame auquel on est extrêmement sensible. Donc voilà, protéger les agriculteurs, protéger l'alimentation. C'est ce vers quoi tendent Emmanuel Macron et Gabriel Attal dans leurs annonces ces dernières semaines? Eh bien, on le verra, j'espère. Aujourd'hui, c'est pas encore suffisamment clair pour nous. Marta de Cidrac parlait de mesures d'urgence. Dans les mesures d'urgence, il y a un plan de trésorerie d'urgence qui vous a été annoncé samedi. Est-ce que là aussi, vous êtes satisfaite? Je crois que ce plan, il a annoncé que ça démarrait aujourd'hui avec un recensement des exploitations les plus fragiles. On va voir comment c'est suivi des faits. Mais effectivement, il y a énormément de fermes en très grande difficulté. Il faut les aider à passer le cap aujourd'hui, oui. Une autre annonce qui a été faite cette fois par Gabriel Attal, c'est celle d'un nouveau texte Egalim. Il va y avoir des parlementaires qui vont travailler pour aboutir à un nouveau texte d'ici l'été. Est-ce qu'il était nécessaire ce nouveau texte ou est-ce que vous demandez déjà l'application des textes en cours? Alors les deux. Parce que la loi Egalim en cours, d'une part, n'est pas appliquée.
n'est pas appliqué suffisamment sur la question des prix, n'est pas appliqué sur le contrôle des entreprises qui la contournent, en délocalisant en dehors des frontières françaises ces questions de négociation. Elle n'est pas appliquée non plus sur la restauration collective. La loi Egalim dit que en restauration collective, 20% des produits doivent être issus de l'agriculture biologique et 50% des produits locaux, de qualité et autres. Et ça, c'est extrêmement important que ce soit appliqué. C'est un vrai levier pour le marché, pour des débouchés pour les agriculteurs et pour fournir aux enfants dans les cantines, aux personnes dans les hôpitaux, tous ces types de restauration, une alimentation locale de qualité. Voilà, c'est double bénéfice. Et je vous disais que celle-ci, les lois Egalim comme elles sont aujourd'hui, elles doivent être appliquées, contrôlées strictement. Mais aujourd'hui, la loi Egalim ne permet pas, et c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle proposition, d'assurer aux agriculteurs ce prix minimum qui permet de couvrir nos charges. C'est pour ça qu'il faut un point additionnel. Ça s'appellera Egalim 3, 4 ou autre chose, mais ce dispositif-là n'était pas dans la loi Egalim et pourtant, nous l'avions porté dès 2018. Et est-ce que là-dessus, les collectivités ont un rôle à jouer, Marta Tsidrack? Gabriel Attal a dit qu'il allait réunir État et collectivités au mois d'avril pour faire le point, notamment sur l'application de ces mesures. Alors moi, je dirais, il faudrait que le gouvernement commence à appliquer les textes de loi que nous votons, nous, au Parlement, en tant que législateurs. On n'attend que ça. La difficulté est là, Madame l'a rappelé aussi, mais d'autres le rappellent, c'est que parfois, et non pas parfois, souvent, nous votons au Parlement des textes qui ensuite mettent du temps à être appliqués. C'est ça la véritable... Et qu'est-ce qu'on se dit? Dans ces cas-là, on se dit, écoutez, on va faire un nouveau texte pour améliorer le précédent texte. Mais en fait, il ne s'agit pas souvent d'amélioration, il s'agit simplement de demander à ce que nous ayons des applications des différentes lois qui sont votées au Parlement. Il ne faut pas contourner le Parlement. Et vous savez, nous, en tant que législateurs, nous votons en fait les lois, elles sont promulguées à un moment donné, mais ensuite, c'est à l'exécutif de les faire marcher, de les mettre en œuvre. Nous, notre seule prérogative ensuite, c'est de pouvoir contrôler cette action du gouvernement, savoir si tel ou tel texte est correctement appliqué. Or, on voit que pour Egalim, d'ailleurs ça a été un des sujets revendiqués dès le mois de janvier, l'application n'était pas au rendez-vous et je pense que ça aurait non pas résolu les problèmes, mais ça aurait permis malgré tout de mettre un petit peu d'huile dans les rouages un peu plus tôt. Bon, voilà, c'est mon regret. Que voulez-vous que je vous dise d'autre ? Avec aussi le rôle des distributeurs et on voit le gouvernement qui est ferme ces derniers jours, ces dernières semaines sur les distributeurs avec une multiplication des contrôles, des sanctions. Ça, on imagine que ça va dans le sens que vous souhaitez, Laurence Marandon. Bien sûr, mais ça aurait dû l'être dès le tout premier jour de la promulgation de la loi, comme ça vient d'être dit. Effectivement, là, l'État a une responsabilité d'arbitre de faire appliquer cette loi et de la contrôler, bien sûr. On va, parce que parmi les autres problématiques, il y a la question des normes et d'un trop grand nombre de normes. Et pour en parler, on va retrouver Audrey, qui se trouve dans les allées du Salon. Audrey, vous êtes avec un éleveur. Oui, exactement, Étienne de Barneau, qui est éleveur de moutons charolais dans l'Allier. Étienne, vous, des normes qui vous paraissent absurdes, parfois contre-productives, vous en avez des exemples? Oui, tout à fait, on a tout un paquet, mais pour vous en citer quelques-unes, voilà, par exemple... Des normes comme quoi, avec la DDT, les directions départementales n'ont plus le droit de toucher au cours d'eau ou aux mares, etc., qu'on a sur l'exploitation. Donc des trucs tout bêtes, mais voilà, on ne peut plus curer les mares comme on veut. Donc forcément, d'une année à l'autre, ça s'envase. Soi-disant qu'il y a des animaux qui sont là, mais nos grands-pères ont curé les mares depuis plusieurs années. Donc dans l'idée, on a envie de continuer ça. Et forcément, l'été, on a des étés de plus en plus secs. Donc les mares s'envasent. Donc forcément, les bêtes ne sont plus abreuvées. Et forcément, après... Il faut qu'on bouge après des tonnes d'eau, il faut qu'on mette de l'eau dans les prairies l'été. Donc nous dire que pour la biodiversité, il faut continuer de ne pas curer ou de ne pas toucher à ces points d'eau, alors qu'en fait l'été on roule avec le tracteur, on use du gasoil pour abreuver les animaux. Moi je trouve ça contre-productif, voilà, carrément. Ça vous paraît absurde. Vous me parliez aussi des boucles pour les brebis. Oui, tout à fait. Voilà. Depuis plusieurs années, normalement on est censé boucler les animaux, donc on se tient à ça. Et on a des normes de plus en plus strictes sur le délai de mise en boucle qui peut après jouer sur les primes. Et également, voilà, maintenant on passe aux boucles électroniques. Sur les veaux ou sur les bovins, plus on est obligé de boucler avec des boucles pour prendre du cartilage. Et voilà, la boucle qui est de base à quelques centimes augmente de jour en jour. Et voilà, on nous ponctionne des petits prix à chaque fois. Voilà, on est obligé de prendre un prix un petit peu plus. Et tous les ans, c'est tout le temps pareil, on nous augmente. Et c'est l'éleveur qui paye, c'est ni la chambre, ni quoi que ce soit. Donc tout ce qui est département, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Vous
Vous le voyez, Oriane, des normes qui peuvent paraître absurdes et qui compliquent aussi la tâche d'éleveurs et d'agriculteurs. Merci Audrey. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous l'entendez, Laurence Mardolla. On imagine que vous le vivez, évidemment. Vous aussi, est-ce que le travail de simplification qui a été engagé commence à porter ses fruits ? Ça va mettre un tout petit peu de temps pour porter ses fruits. On entend, c'est tout à fait réel, on entend deux choses avec ce témoignage. Que d'une part, il y a des normes qui méritent d'être adaptées, beaucoup sur des questions de délai, parce qu'effectivement, le climat change aussi. Voilà, des moments pour tailler des haies, pour curer des mares, ce genre de choses. Et on entend aussi la question de comment les mettre en place, que pour nous, ça veut dire un empilement de paperasse, que des déclarations informatiques, que des bugs sur des... Voilà, et ça, il faut absolument le traiter. Tout ce qui est simplification administrative, et s'asseoir autour d'une table sur certaines normes pour qu'elles soient réellement adaptées aux pratiques des agriculteurs. Ça ne veut pas dire jeter toutes les normes à la poubelle, parce que certaines d'entre elles, c'est pas ce qui a été évoqué là, sont aussi de nature à protéger notre santé, protéger nos conditions de travail, protéger l'environnement, et c'est aussi important. Ouais. Effectivement, il faut que ce soit plus simple à mettre en place et il faut que ce soit adapté. Il y a plein de questions de date, de délai qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité de ce qu'on vit. Certains diraient qu'il n'y a plus de saison. C'est vrai aussi pour les normes. Du coup, quand une date qui était un coup près à un moment, aujourd'hui, il faut y réfléchir. Marta Tsidrack sur cette question des normes. Alors, évidemment, il y a un travail qui a été engagé par Gabriel Attal avec les préfets qui doivent rencontrer les agriculteurs et faire remonter les choses. Là aussi, c'est la bonne méthode pour vous ? Bien sûr qu'il faut se réinterroger sur nos normes, mais il faut surtout faire attention à ne pas surtransposer. La difficulté est là aussi aujourd'hui en France, c'est que nous avons tendance à toujours faire mieux que les autres et à vouloir faire mieux que les autres. Et en matière agricole, ça se voit. Enfin, je dirais ce que vit le monde agricole, beaucoup de secteurs le vivent aujourd'hui en termes de surtransposition et d'un monde loin de la simplification. Donc évidemment, là-dessus, il faut être vigilant. C'est la raison pour laquelle il faut s'interroger sur l'application des textes et puis ne pas hésiter à aller toiletter de temps en temps, ce que nous faisons parfois au Sénat, parce que c'est indispensable. Personne n'y comprend plus rien au bout d'un moment. Je prends l'exemple que vous avez suivi comme nous au Sénat sur la protection des sols au sein de la commission à laquelle j'appartiens. Nous nous sommes opposés au niveau du groupe LR pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, tout existe déjà dans le Code de l'environnement pour protéger nos sols, mais là on allait sur une surtransposition par avance. Enfin, vous voyez, on arrive quand même à des choses en France où très clairement on se lie les mains parce que on a envie de toujours mieux faire que les autres. Ouais. Or, cela nous entrave dans nos actions au quotidien. Vous sentez de la part du gouvernement une vraie volonté d'arrêter justement la surtransposition, de s'aligner sur nos voisins européens ? Alors ça, je pense que c'est une question qu'il faudra poser à la ministre juste après. Ce que nous on perçoit, c'est qu'on a besoin d'ambition pour protéger nos sols, d'ambition pour protéger la qualité de l'eau, d'ambition pour protéger la qualité de nos produits. Et que ça doit être porté au niveau européen. À la Confédération paysanne, on pense que pour éviter des surtranspositions, c'est plutôt de travailler fortement ensemble, en européen, à se doter d'outils communs, de normes communes, plutôt en allant vers le haut que tirer vers le bas. Et ça permettra un double coup, c'est-à-dire d'éviter aussi de la concurrence déloyale avec des pays qui auraient une ambition moindre ou d'autres types de normes. On parle justement pas de surtransposition, mais de tout le monde aller ensemble un peu vers le haut, parce que je pense qu'on en a besoin par rapport aux défis climatiques, de biodiversité, d'environnement, pour continuer à produire demain. C'est pas juste pour laver plus blanc que blanc ou plus vert que vert. C'est-à-dire que l'état de nos sols sont quand même extrêmement dégradés dans beaucoup de circonstances. Donc il faut le prendre en compte et essayer plutôt en européen d'essayer d'avancer tous ensemble sur une progression pour continuer à produire demain en Europe. Si vous permettez... Allez-y, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui le monde bouge et qu'aujourd'hui l'Europe est toujours exportatrice, et Dieu merci est encore une puissance agricole. Je parle de l'Europe en tant que telle, de l'Union européenne. Simplement, n'oublions pas toutes les poussées que nous avons de l'Asie, les poussées aussi que nous avons dans d'autres continents. Or, pour pouvoir tenir bon dans ce monde quand même de conflictualité forte, il nous faut absolument à un moment donné permettre
aussi à l'Union européenne dans son entièreté, moi je suis très européenne de ce point de vue, à pouvoir mieux se protéger justement par rapport à des produits qui viennent de plus loin et qui ne répondent pas aux mêmes normes que nous. Donc faisons attention à cela. L'Europe a souvent tendance à s'imaginer comme étant toujours cette puissance qu'elle a été et qu'elle est toujours. Moi j'y crois, on est là-dessus, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des équilibres et des poids aujourd'hui, ne serait-ce que par la poussée démographique, tout simplement, parce que en réalité, les ressources, il faut toujours continuer à nourrir l'humanité dans son entièreté, dans son ensemble. Et à un moment donné, lorsque les demandes sont fortes, il faut pouvoir y répondre. Et je crois que l'Union européenne doit s'armer, je vais reprendre le terme du président, on doit se réarmer aussi face à ce monde qui bouge et qui est en pleine mutation. Donc de l'équilibre, oui, de l'environnement, oui, mais faisons aussi attention aux enjeux stratégiques qui se jouent derrière tout cela. Alors, nous, on pense que l'agriculture ne peut pas être... on connaît très bien le niveau de crise aussi internationale de laquelle on vit. Pour nous, l'Europe a besoin de protéger ses agriculteurs, de protéger son agriculture et de soustraire justement l'agriculture des accords de libre-échange. Quand je dis ça, ça veut dire pour garder des protections frontières, comme vous le disiez. Ça ne veut pas dire s'interdire d'exporter. Mais juste de garder des mesures de protection à nos frontières. C'est un sujet sur lequel s'est exprimé... Allez-y. Je dis de protection sur les produits, j'insiste. Ouais. C'est un sujet sur lequel s'est exprimé hier Jordan Bardella lors de sa venue au salon. On va écouter le président du Rassemblement national. Moi, je milite pour le patriotisme économique et pour sortir l'agriculture de nos accords de libre-échange. Je pense qu'il y a des accords commerciaux qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture française, mais à chaque fois qu'on s'ouvre, c'est systématiquement des désavantages. Je pense que si on arrive à être compétitif, je pense que le prix de revient, c'est un peu plus intéressant pour les agriculteurs. Et puis, il faut surtout que les lois s'appliquent. Laurence Marandola. De suite, je réagis parce qu'on entend ça. Son groupe, au Parlement, a voté en faveur d'accords de libre-échange il y a encore quelques semaines. Donc voilà, ce double discours, il est quand même... Voilà, on sait que ça arrive dans la bouche des politiques, ce genre de choses, mais c'est assez scandaleux d'entendre ça quand son groupe a voté en faveur de certains accords de libre-échange il y a très peu de temps. Il faut aller jusqu'à sortir l'agriculture des accords de libre-échange, comme il le dit. Alors, pour la Confédération paysanne, idéalement, il faudrait arrêter les accords de libre-échange parce que ce qui s'applique à l'agriculture, c'est-à-dire de mettre en concurrence des agricultures de l'un à l'autre bout du monde, avec des conditions de production très différentes, des climats très différents, des règles du droit du travail très différentes, ça détruit l'agriculture des paysans à l'autre bout du monde. Et c'est pareil pour l'industrie. Donc pour la Confédération paysanne, idéalement, pas d'accord de libre-échange, du commerce avec des règles fortes de protection et à tout le moins, effectivement, soustraire l'agriculture, l'alimentation, tellement c'est un secteur ultra sensible en temps de crise aussi, justement, de ces accords. Mais ils ne sont pas bénéfiques. Emmanuel Macron, lors de son débat avec les agriculteurs samedi, il a parlé du CETA. Il a dit le CETA, il est bénéfique pour les agriculteurs français. Vous contestez le CETA pour l'agriculture, le CETA, parce que c'est différent d'autres accords, il a permis à l'agriculture française d'exporter massivement des produits laitiers et du fromage. Mais ça n'a pas ruisselé dans la poche des éleveurs. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, très concrètement, on exporte du fromage. Les éleveurs laitiers, on a beaucoup parlé du produit du lait, n'en ont pas vu la couleur. C'est ça qui se passe. Alors, je crois qu'il y a aussi deux choses qui se télescopent, c'est-à-dire la France, l'Union européenne, le monde. Aujourd'hui, l'Union européenne est exportatrice, en fait. De ce point de vue, je dirais, si on raisonne macro, j'ai envie de dire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment, je ne sais pas jusqu'à quand. En revanche, la France, au sein de l'Union européenne, effectivement, doit s'interroger sur un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de points forts qu'elle avait jusque-là et qu'elle perd. Et là, on peut se rejoindre tous. Et je pense que c'est cette ambiguïté-là qu'il va falloir lever, que le gouvernement va devoir lever vis-à-vis de notre monde paysan, parce que on voit bien que la concurrence aujourd'hui pour la France est au sein de l'espace de l'Union européenne. La France arrive très bien à exporter vers les pays tiers. Donc il y a des équilibres dans les accords de libre-échange qu'il faut absolument négocier et les faire en sorte que cela bénéficie à la population européenne mais française. Mais surtout, il faut faire très attention aux équilibres entre États membres de l'Union européenne. En plus, aujourd'hui, avec l'Ukraine qui s'invite dans ces débats-là, pour des raisons tout à fait évidentes, je pense que la donne demain pour la France dans ce monde et dans cette Europe qui se réinterroge sur elle-même, ses valeurs,
que devient notre PAC en fait, à un moment donné, comment tout cela va être géré, puisque n'oublions pas que le premier des objectifs, c'est pas que l'agriculture, pardon, je vais dire peut-être dans ce salon une insulte, mais ce n'est pas que l'agriculture se porte bien, c'est que l'agriculture se porte bien pour que les Français puissent être nourris correctement. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Or, cet enjeu-là, je pense qu'on le perd un tout petit peu de vue. Et vous avez effectivement des partis politiques comme le Rassemblement national utilisent à mauvais escient parce que, vous l'avez rappelé, il suffit de voir qui vote quoi aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Un dernier mot, Laurence Marandola, puisque le chef de l'État vous a donné rendez-vous dans 3 semaines à l'Élysée. Il dit ce matin dans le Figaro qu'il entend faire atterrir tout ça dans 3 semaines. On doit sceller la fin de cette crise. Ça vous paraît possible ? On le souhaite aussi, mais c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge et on est responsable syndicalement. On sait que atterrir complètement dans 3 semaines, c'est pas possible, mais que des chantiers de façon déterminée sur la question du prix et ces questions-là se mettent en route, c'est vraiment ça qu'on attend. Et si c'est pas le cas, ça va être très compliqué. Merci Laurence Marandola. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Marta de Cidrac